Le blanchiment d'argent, c'est une expression qu'on entend partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et surtout, comment est-ce qu'on s'y attaque? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la loi marocaine 43.05. C'est la pièce maîtresse du Maroc pour combattre ce fléau financier. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, pour y voir clair, on va suivre un plan en 5 points. D'abord, on va définir le crime et voir quelles sont les sanctions. Ensuite, qui est en première ligne pour se défendre. Après, on verra quelles sont exactement leurs obligations. Puis, on s'intéressera à l'entité qui chapeaute tout ça, le commandement central, et pour finir, on verra que cette lutte va bien au-delà du simple blanchiment d'argent. Bon, première partie, le crime et la sanction. Et pour commencer, il faut répondre à la question de base. C'est tout le nœud du problème. Comment est-ce que de l'argent qui vient, disons, d'activités illégales peut se retrouver tout d'un coup dans le circuit économique normal, l'air de rien? L'image est simple en fait. C'est comme faire une lessive. On prend de l'argent sale, on le passe dans une machine à laver financière et il ressort propre, prêt à être utilisé sans attirer l'attention. Alors, juridiquement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la loi est assez claire. Le blanchiment, c'est le fait de dissimuler, de maquiller l'origine de l'argent, quand on sait pertinemment qu'il vient d'une source illégale. L'objectif final, c'est de pouvoir dire « Regardez, cet argent est légitime », alors qu'en réalité, son origine est tout autre. Et quand on parle de source illégale, on parle de quoi exactement? Attention, il ne s'agit pas de petits délits, on parle du lourd. L'argent sale, il vient de choses comme le trafic de drogue, la traite d'êtres humains, le terrorisme, la corruption, bref, les crimes les plus graves. C'est pour ça que la lutte contre le blanchiment est si importante en fait. Ok, maintenant, parlons des risques. Qu'est-ce qui se passe si on se fait prendre? Pour une personne physique, un individu, la peine de prison va de 2 à 5 ans. C'est loin d'être anodin. Et ce n'est pas que de la prison, il y a aussi une sanction financière, bien sûr. L'amende peut aller de 20 000 à 100 000 dirhams, ça commence à faire une somme coquette. Mais là où les chiffres explosent, c'est pour les personnes morales, donc les entreprises. Là, attention, l'amende peut monter jusqu'à 3 millions de dirhams. On ne joue plus du tout dans la même cour. Le message est très clair, les entreprises ont une responsabilité énorme dans cette lutte. Et accrochez-vous bien parce que ce n'est pas tout. Dans certains cas, les peines sont tout simplement doublées. Ça arrive quand par exemple le crime est commis en bande organisée ou de manière habituelle. Ou encore, et c'est très important, si un professionnel comme un banquier ou un avocat utilise sa fonction pour faciliter le blanchiment. Là, la sanction est maximale. Voilà pour la partie répression. Mais la loi a aussi un volet préventif, qui est peut-être encore plus important. La question c'est, qui sont les soldats en première ligne de cette défense ? Eh bien, la loi désigne ce qu'on appelle des personnes assujetties. Ce sont les véritables gardiens du système. Et cette liste, elle est longue. On y trouve les banques, bien sûr, mais aussi les compagnies d'assurance, les experts comptables, les notaires, les agents immobiliers, même les casinos. En gros, tous les professionnels qui manipulent de l'argent. C'est pour ça qu'on nous pose de plus en plus de questions sur l'origine des fonds. Ce ne sont pas les banquiers qui sont curieux, c'est la loi qui leur impose. Bon, être un gardien, c'est bien, mais ça implique quoi exactement? Quelles sont leurs obligations? La loi est très claire là-dessus. On peut résumer leurs devoirs en 4 grandes missions. Premièrement, identifier leur client, savoir qui il est, vérifier son identité. Deuxièmement, comprendre la nature de la relation d'affaires. Pourquoi est-il là? Que veut-il faire? Troisièmement, et c'est crucial, s'informer sur l'origine des fonds. D'où vient cet argent? Et enfin, quatrièmement, exercer une surveillance constante. Garder un œil sur les transactions pour s'assurer que tout reste cohérent. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Si, après toutes ces vérifications, il y a un doute, la moindre anomalie, quelque chose qui semble suspect, eh bien, ils n'ont pas le choix. Ils ont l'obligation de faire ce qu'on appelle une déclaration de soupçon. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la stratégie préventive. Et pour s'assurer qu'aucune information ne se perde dans la nature, il y a une autre règle d'or, la conservation des documents. Toutes les pièces d'identité, tous les justificatifs de transaction, absolument tout doit être archivé pendant au moins 10 ans. C'est une sorte de boîte noire financière qui permet de remonter le temps en cas d'enquête. Ok, donc les banques, les notaires, etc. font des déclarations de soupçons. Mais elles les envoient où? C'est une bonne question. Toutes ces alertes ne partent pas dans le vide. Elles convergent vers un seul et même point. Ce point central, c'est l'UTRF, l'unité de traitement du renseignement financier. Il faut vraiment la voir comme le cerveau de toute l'opération. C'est elle qui reçoit absolument toutes les déclarations de soupçons qui viennent de tout le pays. Et son rôle ne s'arrête pas à la réception. Une fois qu'elle a un rapport, l'UTRF analyse, recoupe les informations, gère une base de données nationale et elle coopère avec les autres administrations. Mais sa mission la plus critique, c'est de décider de la suite à donner. Est-ce que ce soupçon est fondé? Est-ce qu'il y a assez d'éléments pour aller plus loin et saisir la justice? Et c'est précisément le moment charnière.
Si l'URTF estime que les soupçons sont sérieux, que les indices sont concordants, alors elle transmet le dossier au procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat. C'est à ce moment-là que l'affaire quitte le monde du renseignement financier pour entrer dans le monde judiciaire. L'UTRF a même un pouvoir d'action direct assez spectaculaire. Elle peut s'opposer à l'exécution d'une opération financière. Concrètement, elle peut la bloquer, la geler pendant 48 heures. C'est un délai court mais qui peut être prolongé par un juge et qui est absolument crucial pour empêcher l'argent de disparaître. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de blanchissement. Mais en réalité, ce système de défense a une autre mission, tout aussi, sinon plus, fondamentale. En fait, tout ce mécanisme qu'on vient de décrire, la vigilance, les déclarations, l'analyse par le ETRF, eh bien c'est aussi l'arme numéro 1 pour lutter contre le financement du terrorisme. Les circuits sont souvent les mêmes, et donc les méthodes pour les traquer aussi. Et logiquement, quand il y a une suspicion de terrorisme, les procédures sont encore plus strictes. Par exemple, le dossier est transmis au procureur général près la cour d'appel de Rabat. Et l'UTRF acquiert des pouvoirs encore plus forts, comme celui de recevoir des demandes d'autres pays, ou même d'ordonner le gel des avoirs liés à des activités terroristes. Là, on est vraiment au cœur de la sécurité nationale. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Dans notre monde financier actuel, hyper connecté, où l'argent traverse les frontières en un clic, est-ce qu'une loi nationale, comme celle du Maroc, peut vraiment changer la donne? C'est une question complexe. Mais on peut penser que le système financier mondial est comme une chaîne. Chaque pays qui renforce son propre maillon contribue à solidifier l'ensemble de la chaîne. C'est peut-être la preuve que dans ce combat-là, les efforts locaux ont un impact qui est en réalité tout à fait global.